Europe 1 Soir. Europe 1, 19h14, la suite d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et oui, Catherine, et c'est l'heure du duel d'Europe 1 Soir, sauf que un des deux duellistes n'est pas encore là. Si, il est là ? Ah bah il est là. Alors c'est l'heure du duel d'Europe 1 Soir entre Claude Veil du Nouvel Observateur, qui est légèrement en retard mais qui va rentrer dans ce studio, et Karl Meeus du Figaro Magazine. Et on va commencer par cette petite phrase, Karl Meeus, qui a surpris ce matin, c'était sur RMC et BFM Télé, Nicolas Sarkozy qui assure qu'en cas de défaite, eh bien, tout simplement, il arrêterait la politique. Est-ce que vous avez été surpris ? Non, parce que d'abord, il l'avait déjà dit à des confrères qui l'avaient suivi en déplacement en Guyane. Alors, c'était du off, mais on sait avec Nicolas Sarkozy que la frontière entre le off et le on est assez ténue. Et ensuite, pas surpris parce qu'il l'avait dit déjà en 2007 que de toute façon, il ferait un mandat, peut-être deux, et qu'après d'ailleurs c'était son expression, je fais président et après je ferai autre chose, j'irai dans le privé. Donc ce n'est pas totalement surprenant. Ce qui est plus peut-être un peu gênant, c'est l'interprétation qui peut en être faite dans la mesure où ça donne peut-être l'impression qu'il a intégré la défaite. Parce qu'avec Nicolas Sarkozy, on sait que il pense ce qu'il dit. Il manque de surmoi. Il n'y a pas de... Et il dit ce qu'il pense. Non, mais c'est les deux. Effectivement, il dit ce qu'il pense. Donc, c'est la réalité. Il pense ce qu'il dit. Et donc, Claude Veil, quand il dit j'arrêterai la politique en cas d'échec, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il pense à l'échec. On peut plus penser qu'il y pense, oui. C'est une curieuse façon de mobiliser son camp, tout de même. Avouez que c'est un peu étrange. Imaginez un général qui partirait à la bataille en disant « Bon, allez les gars, on y va. Mais si je perds, c'est pas grave. Je rentrerai en Angleterre tailler mes rosiers. » Ça donne vraiment envie de se faire trouver la peau pour lui. Donc, je vois bien que ce qui macère dans sa tête, c'est qu'en réalité, même s'il essaie de refouler cette idée, pour rester dans le vocabulaire psychanalytique, de la tenir à distance, on voit bien que cette idée le hante, et c'est pas un hasard. D'abord parce que les sondages sont ce qu'ils sont, et parce qu'elle hante tout son camp. Il suffit de discuter actuellement en privé, off, comme vous dites, avec des dirigeants de la majorité. Un très grand nombre d'entre eux pensent que c'est plié. À l'Élysée, tout le monde pense qu'est-ce que je fais après le 6 mai ? Il faut songer à se recaser. Tout le monde commence déjà à se demander qu'est-ce que je fais après. Lui, Nicolas Sarkozy, il a trouvé la réponse. Il l'a dit l'autre jour à la télévision, j'ai une famille, je suis heureux, je trouverai sûrement à m'employer, ce qui est sûr. Mais on voit bien qu'en réalité, on est presque dans un mécanisme qu'un psy appellerait une conduite d'échec, c'est-à-dire il fait tout comme si. Oui, mais au fond, qu'est-ce qui vaut mieux ? Est-ce qu'il vaut mieux un Lionel Jospin qui, le soir du 21 avril, dit pour se retirer, oui. je me retire, laissant son camp totalement, non seulement abasourdi, mais en plus sans chef, et du coup obligé d'attendre 10 ans avant d'essayer de pouvoir reconquérir le pouvoir, parce que ce qui s'est passé en 2007, c'est évidemment la continuité de 2002, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chef, du coup ils se sont tous entretués. Est-ce qu'il vaut mieux pas finalement pour un camp avoir quelqu'un qui dit, voilà, moi, les cartes sont sur la table, je gagne, je continue, et si je perds, au fond, je vais faire comme ce qui se passe en Angleterre ou aux États-Unis. Le vaincu arrête la politique, fait autre chose. Finalement, c'est ce qui arrive à des gens comme Tony Blair, Gordon Brown, ou aux États-Unis Al Gore, des gens comme ça. Ils sont battus à une élection. Très bien, mais c'est pas eux, ça va être une nouvelle génération. Ça permet à son camp peut-être de se repréparer. Comment disait-il l'autre jour à la télévision dans un magnifique aveu, là aussi freudien, à propos des femmes de l'Ejabi, à 57 ans, on n'est pas fini. Je suis sûr, en effet, qu'il pourra rebondir. Mais rassurez-vous, car son camp est déjà abasourdi, non pas parce qu'il suffit de voir aujourd'hui les réactions tétanisées. Les gens de droite que j'ai eu au téléphone étaient absolument consternés. Et de voir le zèle qu'ont mis les Missi Dominici à diffuser toute la journée les éléments de langage sur le thème « Non, il est toujours, rassurez-vous, dans la perspective de la victoire. Non, il n'a pas déjà intégré sa défaite » pour voir que ça avait quand même jeté un léger trouble dans son camp. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Il y en a une, c'est s'il arrête la politique en cas de défaite, encore une fois, qui deviendra le chef de l'opposition, le chef de la droite, à votre avis, Karl Meeus ? Oui. Il y en a plusieurs qui sont sur les rangs. D'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, Alain Juppé a dit qu'il était prêt à éventuellement y aller pour garder l'UMP unie. Et on voit bien que Jean-François Copé, à la tête du l'UMP, aussi a envie de continuer. Et François Fillon, qui n'a pas envie d'être lui aussi démonétisé. Donc, malheureusement, j'allais dire pour la droite, même si c'est prévu avant le départ ou si c'est subi, de toute façon, il y a une guerre des chefs. Et on sait bien qu'en cas de défaite après une présidentielle, c'est très compliqué pour le camp qui a perdu de s'en remettre. On se souvient de 81. Ce sera plus grave que ça pour l'UMP, parce que
Il y aura en effet le problème de leadership que vous évoquez à juste titre, mais il y aura plus que ça. La magie de Nicolas Sarkozy, l'ascendant qu'il avait sur le camp de la droite, c'était qu'il était supposé être une espèce de chaman qui gagnait les élections, qui savait marcher sur l'eau, changer le plomb en or, qui faisait des trucs incroyables. Or là, on voit bien que cette campagne ne prend pas. Il reste quand même très bas dans les sondages et il court le risque de prendre une vraie gamelle au second tour, d'être vraiment battu largement. C'est aujourd'hui le risque qu'il essaie de conjurer en se battant en jetant toutes ses forces dans la bataille. Mais il y a le vrai risque d'une défaite humiliante. Et dans ce cas-là, la droite, alors là, ça sera, disons le mot, la boucherie, et pas la boucherie halal, ça sera la boucherie tout court. C'est-à-dire que les gens de la droite populaire vont dire « Vous voyez bien, on n'est pas allé assez à droite, il fallait aller plus en direction de Marine Le Pen ». Les gens du centre, les humanistes, les Raffarins, etc. diront « La campagne que nous a fait faire Sarkozy en allant piétiner sur les plates-bandes du Front National était une folie qui nous a fait perdre sur tous les tableaux. On a perdu notre âme et on a perdu les élections ». L'UMP sera à reconstruire, ça va être un champ de ruines. Et d'ailleurs, l'existence même de l'UMP sera mise en question, parce que ce que vous disiez sur les centristes est totalement vrai, et à ce moment-là, effectivement, ils pourront quitter l'UMP. Mais c'est là où, au fond, toute la semaine qui vient, la séquence que l'on est en train de vivre, qui démarre mardi avec l'émission de France 2, et qui, à mon sens, s'achèvera lundi avec l'émission de TF1, est fondamentale pour Nicolas Sarkozy. Parce qu'aujourd'hui, je rentre dans le jeu de Claude Veil, qui est effectivement le jeu du sondage. Je suis un observateur. Oui, non, mais l'observateur qui a déjà anticipé la défaite, et même la défaite cuisante. Non, mais on analyse cette hypothèse. On analyse cette hypothèse et je regarde les chiffres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais tout à fait, mais je regarde les mêmes et je suis sur cette hypothèse-là, d'accord, mais attention, attendons quand même la fin de cette séquence, parce que là, on est dans une opération qu'on pourrait qualifier l'opération Restore Hope de Nicolas Sarkozy sur l'émission de France 2, une autre radio ce matin, le meeting de Villepinte quand même, qui peut être son Bourget, c'est-à-dire aussi quelque chose d'assez massif, qui lance quelque chose, et l'émission de TF1, où là, il va aussi attirer un certain nombre de téléspectateurs. Il y a du monde qui vient l'écouter. Je ne veux pas préjuger de l'avenir, mais souvenez-vous de ce qu'on disait avant son entrée en campagne. On disait tout ça ne compte pas. Tout ça, les boxeurs sont encore dans le vestiaire. Vous allez voir ce que vous allez voir quand Nicolas Sarkozy va se déclarer. Ça va être une déflagration. Ça va changer la donne radicalement. Ça n'a pas changé grand-chose. Ouais. Je vous rappelle qu'il y a un mois, vous qui avez beaucoup de mémoire, Karl, je vous rappelle. Avec Marine Le Pen. Vous disiez, certains disaient, c'est un match à 4. Non. Non, mais regarde, les sondages montraient qu'il y avait une possibilité d'inversion des courbes avec Marine Le Pen, et que les gens disaient, c'est un match à 4, et Marine Le Pen peut être au second tour. En gros, ce qui l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy, vous m'accorderez qu'en campagne, il peut être excellent. Il fait des erreurs, mais en tout cas, c'est un formidable débatteur, c'est un formidable homme de campagne. Il a réussi à sauver son premier tour aujourd'hui. En anglais, on dirait... Ce qui ne veut pas dire qu'il gagne le second. En anglais, on dirait « he lost his magic ». Il a perdu ce truc magique qui fait qu'il pouvait... on avait l'impression qu'il pouvait retourner n'importe quelle situation, et d'une certaine façon, ça s'est vu dans l'émission de télévision que vous évoquiez, ce que Franz-Olivier Gisbert cruellement lui a dit à la fin, vous avez perdu la petite lumière. C'est vrai qu'on a eu l'impression d'un homme un peu fatigué, vous en convenez ? On a eu l'impression d'un homme un peu fatigué qui livre sûrement son dernier combat, ce de qu'il le gagne ou qu'il le perde, c'est son dernier combat, et qui n'arrive pas à ce combat, je dirais, au meilleur de sa forme. Alors, admettons qu'il perde, ce n'est qu'une hypothèse, et qu'il abandonne la politique, ça c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. À votre avis, il fera quoi ? Calmeus. Il a deux possibilités. Il y a quelque chose qu'il a regardé chez, par exemple, Clinton, Blair ou Schröder, c'est-à-dire... Schröder, c'est différent parce qu'il est embauché dans une entreprise, il est consultant pour Gazprom. Ouais. Donc, mais ça peut être une piste, effectivement, d'être dans l'entreprise. Ou sinon, c'est faire des conventions, aller raconter des conférences. C'est intéressant. C'est valorisant, parce que d'abord, on vous écoute, et ensuite, c'est financièrement intéressant. Donc ça peut être effectivement être dans le privé et faire ce genre de travail. Soit homme de conférence, soit dans le privé. De toute façon, quoi qu'on en dise, et même s'il dit même pas mal, je pourrais rebondir, etc., c'est horrible. Quitter le pouvoir, se retrouver du jour au lendemain un citoyen ordinaire, c'est une dévalade absolument terrible par laquelle tous les hommes politiques ont traversé une espèce de dépression que je ne lui souhaite évidemment pas, toujours dans l'hypothèse où nous nous plaçons naturellement. Mais il ne faut pas exclure, parce que... Mais il est avocat, pardon, juste un mot, il est avocat, il a un métier, il n'est pas à la rue, il a un métier, il a même un cabinet d'avocats dont il s'est mis en vacances, mais où il peut retourner travailler quand il veut, et d'autre part, il a toujours suggéré qu'il était intéressé par la vie des affaires, il peut trouver à s'employer dans le monde de l'industrie. Pour rebondir sur ce que vous disiez juste avant, c'est-à-dire que le virus de la politique, c'est très compliqué de s'en débarrasser. Et on l'a vu avec Lionel Jospin, battu au premier tour en 2002, mais qui quand même en 2006 a tenté de revenir. Et donc,
aujourd'hui, il ne faut absolument pas exclure, parce qu'on est en France, parce que Nicolas Sarkozy a le virus de la politique, et que battu le 6 mai, il peut dire « je m'en vais, je fais autre chose ». Mais 4 ans plus tard, quand on voit aujourd'hui qu'on a totalement revu le bilan de François Mitterrand, que Jacques Chirac est l'homme préféré des Français, alors qu'il y a quelques années, il était décrié, au fond, Nicolas Sarkozy peut très bien se dire « et voilà, mon bilan sera réévalué ». Et pourquoi pas à ce moment-là en 2017. À 57 ans, on n'est pas fini. Encore un mot, cette confession ce matin donc, sur un éventuel retrait de la vie politique, elle arrive après toute une séquence où il y a eu des regrets sur le Fouquet's, des regrets sur l'affaire de l'EHPAD. C'est techniquement bien joué ou pas Ça, il s'agissait de purger les tuyaux, de liquider ces cadavres qu'il avait dans le placard. Il l'a fait, je trouve, à la télévision d'une façon laborieuse, gênée aux entournures, en se comparant à Jamel Debbouze, qui n'était pas très compréhensible. Même mes gosses qui adorent Jamel Debbouze n'ont pas très bien compris ce qu'il voulait dire. Sinon qu'en effet, il y avait un côté bafouillé dans tout ça. Il a malmené la syntaxe plus qu'il ne l'a jamais fait dans sa vie. Cette émission, on voyait bien qu'il était quand même beaucoup sur la défensive. Face à des journalistes, je veux dire, qui ne lui ont pas fait de cadeau. On l'a retourné sur le grill, sur l'affaire. Si je me souviens bien, à 21h20, on était depuis 3 quarts d'heure à l'antenne. On n'était toujours pas sorti du Fouquet's. C'est-à-dire qu'on était encore au soir de son élection. Il avait du mal à se dépêtrer de ce vieux truc. Surtout, ce qu'il a du mal à faire, on le voit bien dans cette campagne, c'est ça la vraie difficulté qu'il a. C'est que Nicolas Sarkozy a tant parlé aux Français. Il a tant promis, tant annoncé. Il a été tellement un président du verbe qu'aujourd'hui, son verbe est usé. Et on le voit bien dans ses débuts de campagne, où il avait l'ambition de faire tourner le débat autour de lui en sortant une proposition par jour. Quelle est la seule proposition, finalement, qui a vraiment fait bingo, qui a fait le buzz et qui a fait parler? C'est d'étiqueter la viande halal. Avouez que pour un grand projet, pour un second mandat, étiqueter la viande halal, c'est un peu mince. Carmeus. Oui, non, je ne rebondirai pas sur la viande halal. Moi, ce qui me frappe, pour prendre la comparaison avec 2007, c'est qu'en 2007, il n'aurait pas fait l'erreur stratégique de faire l'émission mardi, l'émission de France 2. Il aurait exigé de la faire le jeudi. Bon, il y a plein de raisons qui font... c'était déjà calé à France 2, il n'a pas eu le choix. Mais mardi, Pourquoi il est tombé... c'était une erreur stratégique? Parce qu'il tombe face au Dr House de TF1, qui est quand même le blockbuster qui fait 8 à 9 millions de téléspectateurs. Et s'il le fait le jeudi, il y a un autre téléfilm qui a moins d'audience, et à ce moment-là, il peut creuser l'écart avec François Hollande. Là, il fait 100 000 téléspectateurs de plus. S'il était jeudi, il en aurait fait 2 millions de plus. Et la lecture n'aurait pas été la même. Mais comme il n'est plus président et qu'il est simple candidat, il n'est plus maître des horloges. C'est ça la difficulté. S'il aurait pu être maître des horloges, s'il s'était déclaré plus tôt. Et l'autre différence, c'est qu'en 2007, c'était les gens de gauche qui allaient vers lui. On se souvient Éric Besson, on se souvient d'intellectuels, Max Gallo qui disait je vais. Et là, on assiste à quelque chose d'inverse qui ne fait pas déplacer des voix, mais qui crée un climat. Aujourd'hui, c'est Ayagon qui dit non, je vais voter François Hollande. Je ne suis pas un homme politique. Merci beaucoup à tous les deux, Karl Meus du Figaro Magazine et Claude Veil du Nouvel Obs. On va signaler, Claude Veil, qu'à la une du Nouvel Observateur cette semaine, il y a un dossier spécial immobilier pour nous dire que les prix ont baissé et qu'il faut savoir en profiter. C'est en partenariat avec Europe 1. Vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous avez à nous dire de ce dossier? Pour tous les gens qui s'intéressent à la situation de l'immobilier, c'est-à-dire énormément de Français, puisqu'il y a 2 catégories de Français, il y a ceux qui sont déjà propriétaires et ceux qui rêvent de le devenir, donc ça fait beaucoup de monde. Il y a évidemment, on sort d'une phase un peu folle, qui a été cette montée stratosphérique des prix qui s'est arrêtée en août dernier, et donc maintenant les gens se demandent, les vendeurs se demandent, est-ce que je dois vendre, est-ce que je dois laisser passer l'orage? Les acheteurs se demandent si on peut encore acheter, puisque vous savez qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, la modification du prêt à taux zéro, la modification de la loi Cellier, la modification de la taxation des plus-values. Bref, il y a un ensemble de paramètres politiques ajoutés à la crise, la conjoncture, les incertitudes sur le futur, qui fait que les gens sont actuellement très, très perplexes. Alors, la stagnation des prix, d'une certaine façon, c'est une bonne chose. Ça a redonné la main aux acheteurs. Les acheteurs sont en position d'essayer de faire baisser les prix, sauf que les vendeurs, eux, sont très peu enclins à baisser parce qu'actuellement, la pierre, c'est vraiment la lessiveuse de l'époque ancienne. Les temps sont tellement incertains que tout le monde veut être sûr d'avoir un toit au-dessus de la tête. Vous savez qu'un Français sur 2 a peur de se retrouver à SDF un jour. L'obsession pierre est plus forte que jamais dans un marché actuellement qui stagne et qui peut-être ira à la baisse, c'est ce que vous nous dites dans le Nouvel Observateur. Et qui a commencé à baisser dans un nombre de régions et qui peut baisser, mais je ne pense pas que ça puisse baisser beaucoup parce qu'il y a encore pénurie et parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent acheter. Voilà, dossier spécial en collaboration avec Europe 1 qu'on retrouvera demain dans Les Experts avec Elena Mornac qui recevra Yves Le Gris, qui est notre grand spécialiste, beaucoup plus expert que moi. Voilà, dans un instant, que répond Paris Match à Valérie Trierweiler qui n'est pas contente.